Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast MLS is back. Ben oui, on est de retour nous aussi parce que il n'y a pas eu de match depuis quelques jours. Et aujourd'hui, donc votre hôte Adi Raphaël, toujours ici présent, je reçois l'autre rédacteur en chef de Culture Soccer, Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien? Salut, ça va très bien. Écoute, je suis près de la mer en France, donc tout va bien, il fait beau. J'ai l'impression que tu m'invites que pour Portland à chaque fois. C'est la deuxième fois que je viens, j'ai l'impression de suite pour Portland. Mais à part ça, tout va bien. Ouais, ben écoute, c'est toi qui est pas disponible. On est à la plage, on s'amuse, tandis que d'autres ils travaillent comme des chiens. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais sérieusement, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Ben on le fait depuis assez longtemps et puis te revoir à ce podcast, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir de nouveau. Eh ben, plaisir partagé pour parler des Timbers. Exact, pour parler des Timbers, ben, de MLS en général. Puis si tu veux donner ton avis sur autre chose, ben, tu pourras toujours le faire. Tu sais comment ça marche. Voilà, on est toujours ouvert à toute proposition au cas où tu en as. Donc voilà. Ben aujourd'hui, écoute, on va parler en tout premier, avant de parler du match qui s'est déroulé hier, à la mi-temps, il y a Don Garber qui a fait une entrevue avec les gars de Fox Soccer, si je me rappelle bien. Et il a dit comme quoi on lui a posé la question, est-ce que c'est possible qu'il y ait un autre tournoi du style MLS is back, vu que la situation de la COVID est pas encore réglée et que ça a l'air que ça va traîner en longueur. Il a dit non, ce n'est pas du tout notre plan. On n'est pas en train de travailler dans ce sens-là. Mais on est en train de travailler pour que la saison régulière se refasse de nouveau que chaque équipe joue dans son propre marché parce qu'on sait que les fans ont besoin de ça et nous aussi, donc on essaie de retrouver la normale et c'est dans cette optique qu'on travaille. Il a dit aussi, on a cru comprendre qu'il a dit qu'une annonce sera faite sous peu. Donc, on attend très impatiemment le retour de la MLS. Une dernière chose, et je vais avoir ton avis sur ces deux choses-là. La dernière chose qu'il a dit, écoute, ce tournoi, ça a été une grande réussite. Et je pense qu'on en a parlé plusieurs fois ici sur ce podcast. Ça a été une très, très grande réussite. Et il a dit que beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs et ainsi de suite ont demandé à ce que ça soit refait d'une certaine manière en dehors de ce genre de pandémie, que ce soit refait et il a dit écoute, on va regarder ça, on va voir comment ça peut se faire de nouveau, dans quel format et sous quel style. Tu penses quoi de ces deux choses-là? Déjà en premier, le fait que Don Garber dise que oui, le retour sera fait dans les marchés de chacune des équipes. Et la deuxième chose, qu'il y a une possibilité de voir ce genre de tournoi-là, peut-être dans un seul endroit, que ce soit quelque chose qui puisse être annuel, biannuel, ou en tout cas, que ce soit refait de nouveau. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? Alors, pour la première, je pense que malheureusement, économiquement, la MLS ne peut pas faire des tournois MLS is back toute l'année parce la MLS dépend énormément des revenus des billetteries notamment. Et ça doit être assez cher d'organiser un truc pareil à Orlando dans le complexe de Disney. Donc ça ne m'étonne pas. J'espère qu'ils vont faire un peu comme la USL et faire peut-être un format plus régionalisé. À mon avis, avec la pandémie, ce serait quand même un petit peu plus conscient de leur part, de faire peut-être que la conférence Est et Ouest, enfin de ne pas mélanger avant les playoffs peut-être. Je sais que c'est compliqué, mais ça me paraît beaucoup plus sensible d'un point de vue sanitaire si la situation ne s'améliore pas. Et après, il faudra aussi gérer le cas des clubs canadiens, parce qu'ils disent que les clubs canadiens devraient peut-être s'exporter aux États-Unis parce que le Canada, ils ne peuvent pas faire des allers-retours entre les deux pays facilement. Donc, il va falloir gérer un petit peu ce côté-là aussi. Et puis, pour parler d'avoir ce tournoi de façon régulière. Écoute, pour les féminines, je sais qu'ils veulent le faire aussi et je trouve que ça a plus de sens. Après, au niveau des hommes, en soi, tu as déjà les playoffs de la MLS qui sont une sorte de tournoi comme ça, sans la phase de groupe, mais finalement, c'est assez similaire. Et tu as l'Open Cup que les clubs MLS ont l'air de détester. Enfin, les clubs américains, du coup, parce que c'est la Coupe nationale américaine. Et c'est dommage de ne pas les voir jouer l'Open Cup sérieusement, et puis après de les voir s'extasier devant ce tournoi qui finalement est une Open Cup, mais juste qu'avec des clubs MLS. Donc c'est un peu dommage qu'ils ne prennent pas l'Open Cup au sérieux, puis qu'ils veulent d'autres coupes dans ce genre. Après, ouais, c'est marrant comme tournoi, ça peut être un tournoi de pré-saison peut-être.
Ouais, pourquoi pas, ça dépendra du format, j'imagine. Ouais, il faudrait juste qu'ils se rendent compte qu'ils ont l'Open Cup chaque année où ils peuvent un petit peu se mettre en même force et avec aussi les mêmes résultats puisqu'ils ont une place au CONCACAF Champions League quand ils gagnent l'Open Cup. Donc voilà. Ouais, bon, bref, en tout cas, on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est deux nouvelles qui sont quand même assez intéressantes de voir que le commissaire continue à essayer de changer, de brasser les cartes, d'innover, ainsi de suite. On a déjà vu Don Garber, malgré tous ses défauts, il en a beaucoup, c'est quand même le responsable de la grosse expansion de la MLS, pas juste l'expansion en nombre avec le nombre d'équipes, mais aussi en termes de marketing, en termes de visibilité, c'est lui. Il est à la tête de la MLS depuis 1999. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Et depuis 1999, on voit qu'il y a une progression constante de cette ligue-là. Donc, quelque part, il fait quelque chose de juste. Donc, il faut voir exactement si jamais il va continuer à prendre toujours les bonnes décisions comme il l'a fait durant ses 20 quelques années, 21 ans maintenant. Donc, en fait, hier, c'était ses 21 ans à la tête de la MLS. Donc, petite leçon d'histoire. Donc, voilà pour Don Garber. Mais revenons à cette première demi-finale de ce tournoi MLS is Back. On a suivi, toi, moi, puis tous les invités qui sont venus ici sur ce podcast, on a suivi ça dès le jour 1. On a vu tous les matchs. En tout cas, la plupart d'entre nous ont vu tous les matchs. Et c'est quand même assez intéressant de voir le dénouement de ce tournoi-là. Donc, premier dénouement, c'est le premier finaliste qu'on a vu hier. Donc, Philadelphie-Portland, c'était un match qu'on attendait. Moi, j'avais pensé que Philadelphie allait se qualifier. Écoute, non. Finalement, c'est Portland qui passe encore une fois une victoire de 2-1. Avant le match, Antoine, est-ce que tu t'attendais, t'avais une préférence? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'une équipe joue mieux qu'une autre? Est-ce que tu t'attendais à un résultat différent? À quoi tu t'attendais en gros, en un mot? Je pensais que ça allait être compliqué pour Philadelphie quand même, parce qu'on en a parlé justement dans un podcast où j'étais là et on avait parlé de LAFC Portland. On avait parlé de toute la force offensive qu'avait Portland, et notamment sur le banc. Et hier, on l'a vu, mais ils ont vraiment des armes impressionnantes. Et du côté de Philadelphie, malgré des très bons éléments comme Casper, Aronson, notamment, qui ont vraiment ils sont portés ce tournoi, je trouve, de porter Philadelphie. Je trouvais que Philadelphie, à chaque match, c'était beaucoup André Blake qui les sauvait. Et je pense pas qu'ils auraient été en demi-finale si André Blake n'avait pas sorti un tournoi pareil. Donc, pour moi, c'était un peu, bon, pas une surprise, mais voilà, ils étaient là clairement grâce à André Blake et il fallait vraiment élever le niveau de jeu s'ils voulaient passer en finale. Et voilà, ça n'a pas vraiment été le cas hier. OK, parfait. Écoute, ouais, bon, c'est vrai, André Blake a été là, mais comme tout bon gardien, Steve Clark a été là aussi à un moment donné, même s'il a fait une grosse bourde, mais il a été là et je pense que toutes les équipes ont besoin d'un bon gardien. Mais oui, c'est une bonne façon de voir les choses, Antoine. Écoute, moi, comme je l'ai dit, moi, je m'attendais vraiment à ce que Philadelphie passe parce que j'ai été impressionné par ce milieu en losange avec les quatre, Martinez en tant que sentinelle, Montero, Bedoya en tant que relayeur, puis Aronson en tant que numéro 10. J'ai vraiment été impressionné parce que j'ai trouvé qu'il y a, dans aucun match, ils ont réussi, dans aucun match, ce milieu a pu être complètement neutralisé et je m'attendais pas à ce que ce soit fait finalement. Donc, bref, on va revenir un peu plus tard sur l'analyse de ce match-là. Mais commençons en premier par les 11 de départ de ces deux équipes-là. Donc, en premier, du côté de l'Union, on avait André Blake, tu en as parlé, dans les buts. En défense, c'est la défense qui est devenue un peu la défense titulaire avec Raymond Gaddis à droite, Jack Elliott, Mark McKenzie en charnière centrale et à gauche, Kai Wagner. J'en ai parlé du milieu en losange, donc un 4-4-2 en losange avec Martinez en sentinelle, avec les deux relayeurs Montero, Bedoya et le numéro 10 Aronson. Et les deux attaquants de pointe, c'était Casper Prisbilko et Sergio Santos. Du côté des Timbers, on a vu encore notre ami Giovanni Savarese qui a un peu changé les choses. On l'a vu faire ça durant tout le long de cette compétition-là. Donc, on a Steve Clark dans les buts, ça n'a pas changé. Par contre, à droite, on revoit de nouveau Chris Duval qui revient à la place de, lors du dernier match, c'était Bonilla qui était là. Donc, bref, il change souvent le latéral droit. La défense centrale, toujours Zuparic Mabiala. On sait maintenant que
Zuparic Mabiala passe avant Bill Tuiloma. À gauche, George Villafagna. En 4-2-3-1, les deux milieux défensifs, Diego Chara et Eric Williamson, qui semblent avoir pris une longueur d'avance sur ses concurrents. Les trois milieux offensifs, on avait Marvin Loria à droite, Diego Valeri en tant que numéro 10, à gauche Sébastien Blanco et en pointe Jérémy Ebobisse. T'as pensé quoi de ces deux 11-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? C'est sûr que du côté de Philadelphie, il n'y a pas de grosses surprises, mais du côté de Portland, c'est pas des surprises, mais des changements faits à l'alignement fait par Savarese. T'as pensé à quoi de ces choix-là? Écoute, pour Philadelphie, je suis, ouais, comme tu as dit, tu as été très clair et tu as raison. Il y avait peu de changements. C'est une équipe qui réussissait bien jusque-là, donc il n'y avait pas forcément de raison de changer. Vraiment, en plus, quand tu regardes le banc, il n'y a personne qui, à mon avis, est vraiment qui a le droit de demander à être titulaire parce que les 11 sont vraiment solides. Et du côté de Portland, j'étais pas surpris de voir Duval revenir sur la feuille de match parce qu'on avait dit au dernier match que ça avait été compliqué la défense de Portland, donc ouais, pas surpris de le voir revenir. Zuparic, Mabiala, comme tu l'as dit, ils sont passés devant, notamment battu Luma qui a eu des entrées de match plutôt compliquées. Et devant, écoute, Loria, j'étais un peu surpris parce que Andy Polo, je trouvais pas forcément mauvais sur le dernier match, mais pourquoi pas, c'est pas non plus un énorme choc. Pareil pour Ebobisse devant. Je comprends que Agnès Goda ait fait une très belle entrée la dernière fois, mais finalement, Ebobisse était quand même très solide aussi, donc c'était pas si surprenant que ça. En tout cas, contrairement à Philadelphie, Portland avait vraiment des armes sur le banc, parce que quand tu regardes qu'ils n'ont pas commencé, ils ont commencé par 1100. Des mecs comme Andy Polo ou Agnès Goda, c'est assez impressionnant, et ça leur a pas mal aidé pendant le match d'ailleurs. Ouais, effectivement. Et puis, on sait qu'il y avait Yimi Chara qui était blessé, donc qui est d'habitude le joueur désigné, qui aurait pris cette place à droite en tant qu'ailier droit. J'ai été surpris, moi, de voir Marvin Loria parce qu'il m'a pas impressionné depuis le début de ce tournoi. Par contre, Andy Polo, il vient de sortir d'un match où il a marqué un but extraordinaire, donc j'aurais peut-être pensé à ce que ce soit lui, ou bien, et j'en ai parlé, je l'avais tweeté à un moment donné durant le match hier. Ebobisse peut jouer à droite, donc on aurait pu voir Ebobisse à droite, puis Nies Godin en pointe. Ça m'aurait pas étonné non plus, mais depuis le début du tournoi, Giovanni Savarese préfère voir Ebobisse en pointe. Pour ce qui est du latéral droit, écoute, pour avoir vu Chris Duval jouer pendant plusieurs années, surtout à Montréal, et pour avoir vu Pablo Bonilla, son remplaçant, j'en ai parlé plusieurs fois, le Vénézuélien de 20 ans, j'ai bien aimé ses matchs. Bon, il est encore jeune, mais sauf que j'aurais bien aimé le revoir encore. Je pense qu'il est... c'est sûr, point de vue potentiel, il est bien au-dessus de Chris Duval. Après, point de vue habilité, en date d'aujourd'hui, peut-être qu'à ce moment-là, il est encore un peu derrière. Mais si tu ne fais pas jouer, tu vas pas le faire améliorer, tu vas pas l'améliorer. Donc, moi, j'aurais plus vu Bonilla là, mais finalement, écoute, qui suis-je pour discuter des choix de Giovanni Savarese? Exactement. Juste un petit truc pour Bonilla, dans mes souvenirs, le dernier match, c'était vraiment pas fou. Mais Duval a fait un bon match finalement, mais tu as raison. Hein, c'est à mon avis, le titulaire s'il y a une saison régulière, ça sera peut-être plus lui. Et pour Ebobisse, par contre, moi je suis vraiment pas fan d'Ebobisse sur un côté. Je sais que Portland l'avait fait un petit peu l'année dernière également, et c'est pas, je suis pas hyper fan, mais quand même surpris de voir Loria parce que il y a Andy Polo sur le banc. Il devait être un peu hors de forme, Polo, mais c'était juste pour Ebobisse, moi je trouve plutôt bon en seule pointe. Donc voilà, ça va être très intéressant de voir comment ils vont gérer ensuite avec Nice Goda. Je sais pas s'ils vont se mettre à 2 pointes dans le futur ou s'ils vont laisser un petit peu une concurrence entre les deux, mais voilà, ça va être intéressant. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse des choix. Et après, comme on l'a dit, hein, il y a Yimichara qui arrive, donc là, les places vont se faire de plus en plus. Et on sait que Yimichara, en tant que joueur, les deux sont joueurs désignés, Nies Goda et Yimichara. Donc, tu as 2 joueurs désignés qui sont pas sur le 11 de départ, un pour cause de blessure et 2 pour cause de choix de l'entraîneur. Et puis Nies Goda, depuis qu'il est arrivé en MLS, depuis qu'il a rejoint Portland, surtout dans le tournoi MLS is Back, à chaque fois qu'il est venu, qu'il est sorti du banc, il a été décisif. Donc, c'est quand même
c'est quand même, je sais pas, à un moment donné, c'est sûr que il va falloir qu'il explique un peu plus ses choix à Savarizé, mais même si jusqu'à maintenant ça marche, jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'il aurait pu se dire, il aurait pu dire à Agnès Goda, bah écoute, hey, Bobby C a fait un très bon tournoi, ce qui est effectivement le cas. Par contre, Nies Goda aussi a fait un très bon tournoi. Donc, bref, à un moment donné, il va falloir faire un choix parmi les deux, je pense. Donc, voilà pour le poste d'attaquant de pointe des Timbers. Parlons un peu de ce match-là. Un match un peu fou. Moi, je veux l'appeler un match en deux mi-temps parce que c'est vraiment comme si tu avais deux matchs à l'intérieur d'un seul. La première mi-temps, on a vu Portland, mais complètement museler le milieu de terrain de Philadelphie. C'est la première fois depuis le début du tournoi qu'on voit une équipe museler complètement le milieu de Philadelphie. Et je veux répéter un peu les mots de Mathias Van Ast, qui a tweeté ça sur les réseaux sociaux. Et il a dit quelque chose parce que je trouvais pas les mots, d'autres mots sur ce qu'il a dit. Il a dit, écoute, on voit que Bedoya n'était pas en forme. On a vu que les Timbers ont complètement focalisé leur défensive sur Brandon Aronson, qui est le créateur dans ce milieu de terrain-là. Et le joueur qui aurait pu faire la différence, c'est Jamiro Monteiro, qui était un peu plus laissé à lui-même, qui avait un peu plus de liberté. Il a fait beaucoup d'erreurs techniques. Donc, on a vu donc un milieu de Philadelphie qui n'arrivait pas à enchaîner des bonnes passes. Il n'arrivait pas à enchaîner quoi que ce soit en première mi-temps. Et puis, c'est à ce moment-là où on a vu Portland qui aurait dû, selon moi, marquer plus d'un but. Ils ont marqué le premier but sur corner par Ebobisse, sur un corner tiré par Valérie. Mais je pense que dans cette première mi-temps-là, Portland aurait dû faire le break parce que Portland était bien au-dessus dans la première mi-temps. T'as pensé quoi de cette première mi-temps, toi, Antoine? Je suis assez d'accord avec toi. En fait, j'ai pensé, niveau des deux mi-temps, je dirais, en fait, c'était plus de la première à la 70e. Il y a vraiment eu ce constat. Et je pense que c'est après la 70e où là, Philadelphie s'est vraiment réveillé. Mais du coup, oui, le milieu de Philadelphie, en fait, dès qu'il passait sa ligne de terrain, dès qu'il était en train de remonter, Portland les attendait. Ils jouaient vraiment très très bas, Portland. Et en fait, ils étaient très concentrés au milieu et ça se voyait. Que ce soit Aronson, Monteiro, Bedoya, il n'y avait pas une passe qui arrivait à passer jusqu'à Casper ou Sergio Santos. À chaque fois, c'était vraiment des ouvertures un peu ratées parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de solutions courtes comme d'habitude. Et je pense que Portland s'est un peu inspiré de ce qu'a fait New England. Quand ils ont joué Philadelphie, ils ont fait un peu ça aussi. Ils ont laissé vers le bas, ils ont laissé le ballon à Philadelphie et ont fait un peu des longs ballons vers l'avant dès qu'ils pouvaient. Et c'est là où Portland a vraiment été décisif. Tu l'as dit, hein, Aronson il a été vraiment muselé, notamment par Chara. Chara, il allait vraiment à fond à Aronson. Et c'est dommage pour Aronson, mais j'adore Aronson en tant que, en plus, vraiment follower de l'équipe américaine nationale. C'est un super joueur, mais ça se voit qu'il est encore un peu jeune. Et là, dès qu'il était pris directement par Diego Chara, il n'était plus là. Il était incapable de faire des ouvertures pour que ce soit parce qu'il n'avait pas le temps de réfléchir. Et c'est dommage, les coéquipiers à côté, que ce soit, comme tu as dit, Monteiro, n'a pas réussi à prendre justement ce relais pour donner des bons ballons devant. Et du côté de Portland, malgré cette défense vraiment hyper concentrée, en fait, c'était plus un 4-4-1-1, parce que tu avais Valérie et Bobby qui étaient vraiment plus loin devant. Donc dès que tu avais un ballon, ça passait soit à Valérie qui passait à Bobby, soit c'était un long ballon. Et Bobby, j'ai trouvé excellent dans son rôle un peu à la Giroud, donc de sentinelle, et ça, de tour de contrôle. Vraiment les longs ballons qu'il prenait, petit contrôle de la poitrine, une petite passe de la tête, déviation pour Blanco ou Valérie. Et à chaque fois, il y avait des situations très dangereuses ensuite pour Portland. Donc Ebobisse est vraiment très très précieux dans ce système. Et pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment, il y a eu énormément de vidanges du côté de Portland. Alors, tu as d'un côté Blake qui a fait des arrêts incroyables. Je crois notamment sur une frappe devant Ebobisse. Mais que ce soit Blanco, Valérie, même Niesgoda qui a fait un match incroyable. Mais il a tiré beaucoup sur le gardien, je trouve. Il y a eu énormément d'actions qui auraient pu finir avec des buts supplémentaires pour Portland. Et c'est dommage, ils ont vidangé énormément. Soit c'était Blake, soit c'était à côté, ou vraiment mal tiré. Et je suis d'accord, ils auraient dû faire le break avant. Mais en tout cas, le système de jeu de Portland et de Savarizé a très très bien marché.
Ouais, effectivement. Et puis là, tu as vu un système de jeu et on en a parlé plusieurs fois ici sur ce podcast en disant que c'est l'équipe la plus complète qui va gagner ce genre de tournoi-là. Une équipe qui est capable de s'adapter à toutes les situations de match. On a vu que Portland, quand ils ont joué par exemple contre Cincinnati, ils n'ont pas eu peur de prendre la possession du ballon. Bon, ils sont passés très proches d'être éliminés, mais n'empêche, ils ont réussi à quand même développer du jeu en ayant la possession du ballon, même si on sait que c'est un peu c'est contre nature parce que c'est une équipe qui d'habitude joue mieux en contre. Cette fois-ci, on les a revus un peu dans une situation de contre. Et bon, Portland a fait du Portland où ils sont capables de, premièrement, absorber ce qu'ils ont absorbé, faire le dos rond dans les bons moments de l'équipe adverse et quand même remporter la victoire et marquer dans les moments où ils doivent marquer. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Après, je trouve, et comme je l'ai dit, en première mi-temps, ils auraient pu vraiment finir ça, marquer un deuxième but, mais je les ai sentis un peu moins, quand ils ont marqué le premier but, j'ai senti qu'ils se sont un peu reposés en disant, c'est correct, on va garder le score, on va essayer de garder ça comme ça. Et c'est juste en deuxième mi-temps où il y a eu la première frayeur du côté de Portland parce qu'on a vu Blanco qui fait une faute dans la surface, donc penalty pour l'Union. Et c'est Sergio Santos qui pourtant a un excellent tournoi qui tire ce penalty complètement au-dessus de la barre. C'est vraiment dommage déjà de voir que Sergio Santos, l'homme en forme un peu du côté de Philadelphie en termes de finition bien évidemment, se retrouve avec un penalty puis il attire au-dessus. Est-ce que tu as pensé à ce moment-là, Antoine, que écoute, c'est fini, ils ont le moral dans les chaussettes, ça va être difficile pour eux de revenir? Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il le tirait. Parce que dans mes souvenirs, c'est Casper qui tire tous les penalties Philadelphie. En fait, j'ai jamais vu Sergio Santos tirer un penalty. Alors peut-être que je me trompe, mais j'étais hyper intrigué de le voir tirer un penalty. Donc s'il avait envie de le tirer, c'est vraiment qu'il pensait qu'il allait les mettre au fond, quoi. Et c'est l'homme en forme. C'est l'homme en forme. Donc d'habitude. C'est pas lui qui tire les penalties. Normalement, dans une équipe, t'as un mec qui tire les penalties à chaque fois, quoi. Donc, mais il y a des équipes où ils mettent l'homme en forme d'habitude qui vient tirer le penalty. Donc peut-être parce qu'il est en forme, parce qu'il est sur une bonne lancée, et ainsi de suite, on lui donne cette responsabilité-là. Mais oui, c'est vrai que d'habitude, c'est plus Casper qui les tire. Ouais, c'est pour ça. Donc j'étais très surpris. Et puis en plus, il la met en dehors. Donc quand tu prends le ballon et que voilà, tu t'imposes et que tu la mets à côté, c'est vraiment dommage. Et ouais, c'était compliqué, surtout qu'après, Portland est repassé à l'attaque. Parce que je crois que c'est à peu près à ce moment-là. Ouais. Où tu as Niezgoda qui rentre, donc ça a donné un gros boost. Coup de 5 minutes, ouais, c'était juste avant la mi-temps, je crois. Ouais, donc Niezgoda, 56e. C'est ça, ouais, mais le penalty, c'était juste avant la mi-temps 48. Non, 48e, juste début de deuxième. Ouais, donc en fait, après, t'as Niezgoda qui rentre 8 minutes plus tard et qui a vraiment insufflé. Et Bobby, ça fait un super match, mais il a vraiment, Niezgoda a fait repartir Portland vers l'avant. Et c'était plus compliqué après pour Philadelphie. Oui, effectivement, Niezgoda. Parlons un peu de Niezgoda et de son match. En premier, on a dit qu'il a fait un bon match. On va pas revenir là-dessus, mais des choses que moi je connaissais pas de Niezgoda. On s'entend, c'est un joueur qui vient d'un championnat qu'on suit pas trop. En tout cas, moi je suis pas trop le championnat polonais. Et écoute, la MLS commence à de plus en plus suivre ce championnat-là parce qu'on a beaucoup de joueurs qui viennent de ce championnat-là dernièrement. On a parlé de Buska de New England. On a eu Frankowski qui est parti à Chicago. Bref, il y en a plusieurs, on va pas tous les nommer. Et puis Niezgoda, ce que j'ai aimé, jusqu'à maintenant, j'avais pas vu ça, mais c'est un peu son bagage technique. On l'a vu à un moment donné, vraiment faire un double contact pour complètement dépasser son défenseur avec quand même une pointe de vitesse qui est quand même assez intéressante, même si on sait c'est pas l'attaquant qui va jouer derrière le dos des défenseurs d'habitude, en tout cas de ce que je vois. Mais c'est quand même assez intéressant de voir un joueur, un attaquant de pointe qui a une bonne technique. D'habitude, c'est un gage de succès d'avoir un attaquant qui est très bon techniquement. T'en penses quoi? Est-ce que tu t'attendais à ce talent technique de la part de ce joueur-là? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il a régalé par des talonnades, des petits dribbles, mais qu'il est tout de même très bon dans tout ce qui est redistribution du jeu. On voit que Portland n'a pas pris par hasard. Comme Ebobissi, il sait très bien jouer sans le ballon pour se placer, pour peser sur les défenses, faire des remises. Mais j'étais surpris de le voir balle au pied sur des contres.
Alors, il a fait, je sais pas si c'est parce qu'il est nouveau, il voulait absolument faire marquer Andy Polo à un moment où il est un peu devant Blake et il préfère attendre que Polo arrive, lui faire une petite passe et Polo la perd grâce à un super tackle de Jack Elliott. Je sais pas si c'est parce qu'il est nouveau et qu'il veut faire marquer ses coéquipiers, donc c'est dommage. Il a un peu vidangé à ce niveau-là. Notamment aussi, il a tiré sur le goal à 2-3 reprises. Mais non, techniquement, il m'a impressionné. J'étais pas au courant de cette force. Et il a l'air aussi plus rapide que je pensais. Je pensais pas qu'il serait aussi rapide. Et il y a 2 ou 3 fois, il a fait des accélérations très sympas. Donc un joueur qui a l'air très bon et qui voilà, n'a pas été pris par hasard par Portland. Je pense qu'il marche très très bien dans leur système de jeu avec Valérie, Blanco, des ailiers limite très rapides à côté. Oui, effectivement. Et puis, écoute, c'est un jeune joueur. Hein. Mm. Il a 25 ans, un très bon profil. Il fait 1m85, donc 6 pieds 1 pour ceux qui préfèrent ce format-là. C'est quand même un joueur qui peut rester longtemps et qui peut, à ce moment-là, vraiment percer en MLS et devenir un des meilleurs hein, s'il continue sur cette lancée-là. Bref, très, très, très impressionné par ce joueur-là. Et je l'ai tweeté hier parce que je savais pas trop à quoi m'attendre et puis là j'aime beaucoup 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 ce que je vois et Bobissé moi aussi c'est pas un joueur que j'adore déjà même s'il a fait un très bon tournoi il a 23 ans j'ai comme l'impression qu'on a vu les limites de Bobissé je le vois pas encore je sais pas, c'est mon avis personnel. Je sais pas si tu en penses et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais je le vois pas évoluer encore plus et devenir encore meilleur que ce qu'il est. Je le vois avoir atteint sa limite. Pour moi, Nisgoda est déjà au-dessus. Donc, ça, c'est mon point de vue. Après, c'est possible que, vu qu'il a 23 ans et Bobby Sek, qui s'améliore encore et qu'il en a encore sous la semelle, je doute. T'en penses quoi, toi, Antoine? Mais j'étais comme toi l'année dernière. Je trouvais que la hype autour d'Ebobissi était un peu trop forte parce qu'il avait montré pas grand-chose avec Portland. Finalement, il avait quelques bons éclats en fait. Et tout le monde s'était excité par rapport à son jeu. Et l'année dernière, finalement, j'étais assez déçu de lui. Mais depuis ce tournoi, en fait, j'ai l'impression depuis qu'il a la confiance de Savarese, parce qu'année dernière, il était vraiment en concurrence à chaque fois. Il jouait pas tous les matchs. Et là, vraiment, ce tournoi, même s'il se fait remplacer à l'heure de jeu, il est beaucoup plus présent. Il a déjà 4 Ouais. buts. Et je suis impressionné, en fait, pour moi. Je pense que c'est parce que l'année dernière, il jouait pas mal à droite. Pour moi, c'était juste un mec rapide, qui finalement était même pas si rapide que ça. Et là, dans ce tournoi, il a vraiment montré qu'il sait très bien jouer en redistribution. Donc, il sait très bien jouer avec Blanco, Valérie, que ce soit de la tête. Il sait très bien contrôler la balle et il est assez impressionnant. Mais il peut jouer aussi avec la vitesse derrière les défenseurs. Donc, il est très intéressant au niveau du profil. Et j'ai vu une stat passer que ça fait un truc depuis ses derniers buts, depuis 2018. Il en a marqué à peu près 18. Et ils sont tous, il y en a vraiment 6 de la tête, 6 du pied droit, 6 du pied gauche. Donc il est vraiment complet comme mec, j'ai vu marquer de loin, de près. Hier son but, bon, il est très aidé par une défense horrible de Wagner sur lui, Wagner qui glisse derrière lui, mais pour le coup il est complet et il a l'air plutôt intelligent. Donc en fait je pensais comme toi avant le tournoi, si sur le tournoi il m'a prouvé autre chose, ça va être très compliqué pour lui parce que Nisgoda est, je pense sans aucun doute, plus technique et meilleur que lui. Donc ça va être compliqué de revenir sur la feuille de match. Mais s'ils peuvent jouer peut-être avec des attaquants l'année prochaine ou si ils se partagent le temps de jeu équitablement, je pense que Bobby peut revenir. Et puis en plus, c'est un mec très intelligent. Sans entrer dans trop de détails, bon, il a seulement 23 ans, mais il est très actif au niveau des Black Lives Matter. Il a fait beaucoup de tribunes dans divers sites sur la MLS pour soutenir des minorités ou quoi que ce soit. Et politiquement, il est très engagé, donc très intéressant comme mec. Et ce serait très cool qu'il continue à jouer en MLS. C'est pas à Portland, peut-être plus tard, mais il manque encore un peu de physique pour être au top. Il arrive à bien soutenir les défenseurs, mais c'est pas encore José Altidore à ce niveau-là. Mais j'ai un peu plus d'espoir que j'en avais avant le tournoi. Bah oui, c'est sûr qu'il a disputé un beau tournoi et ça, il n'y a pas de doute. En tout cas, on verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. Revenons un peu à ce match-là et à ce deuxième mi-temps-là parce que une deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, on a eu le penalty pour Philadelphie, puis après ça a été, ils se sont calmés de nouveau l'Union. Ça a quand même été difficile jusqu'à la 70e minute. À la 70e minute, on a vu le deuxième but de Sébastien Blanco. Encore, ça vient d'un corner. Encore une fois, un Sébastien Blanco complètement esselé. Bon, c'est sûr que c'était pas directement d'un corner. Ça a touché 2-3 joueurs avant que ça arrive à Blanco, mais n'empêche, encore une mauvaise
une mauvaise couverture sur corner. Sébastien Blanco, le tout petit joueur, Sébastien Blanco qui marque de la tête, c'est quand même assez bizarre. Puis c'est 2-0 pour Portland. Et c'est à ce moment-là que Philadelphie se réveille complètement. On commence à voir Philadelphie vraiment remuer. On a vu ruminer, pardon. Et on a vu, même malgré le mauvais match, selon moi, de Montero, que j'ai trouvé vraiment très moyen dans ce match-là. Il était beaucoup plus virevoltant, il avait beaucoup plus de peps, et on sentait qu'il voulait apporter du danger. Après, bon, c'est pas vraiment très précise. Et puis, c'est là qu'on a vu qu'il y a eu la révolte. La révolte a été sonnée. On a vu que Ilsinho est rentré à la 59e minute pour Sergio Santos, donc ça a amené beaucoup plus de mobilité. Et après, on a vu André Wooten, l'attaquant qui remplace la sentinelle José Martinez, donc l'attaquant allemand qui est rentré dans ce match-là. Pour toi, est-ce que c'est les changements tactiques de Jim Curtin qui ont fait en sorte que Philadelphie a vraiment pris son envol à partir de la 71e minute, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment, ils ont été piqués dans leur orgueil, les joueurs? D'un côté, je pense que Portland gagnait 2-0, ils ont commencé à un peu desserrer cette défense qui était difficilement pénétrable l'heure d'avant, et ça a joué, j'imagine, là-dessus. Et le fait aussi que Portland, le dernier match était 3 jours avant, alors que Philadelphie, ils ont eu 5 ou 6 jours de repos, il me semble. Donc Portland était un peu fatigué, hein. Ça se voyait, notamment Blanco, qui a vraiment été excellent tout match, mais en fin de match, il était vraiment fatigué. Et je pense que les contre-attaques qui étaient un peu moins décisives du côté de Portland, malgré Niescoda, malgré Andy Polo qui est rentré aussi en toute fin de match. De l'autre côté, Philadelphie a quand même réussi à trouver un peu plus d'espace dans cette défense. Après, c'est un coup de pied arrêté, hein, le but, mais très bel arrêt de Clark. C'est étrange comment il la remet d'ailleurs, mais très bel arrêt tout de même, et Wooten qui en profite. Pour moi, c'est une combinaison de deux choses. Le manque de récupération de Portland, qui était vraiment plus fatigué en fin de match que Philadelphie, et puis un peu d'orgueil, et puis un peu de réussite, hein, parce que le coup franc est beau, l'arrêt est beau, mais il y a Wooten qui suit bien l'action. Et ça fait 2-1, et puis tu en parleras sûrement, mais voilà, Philadelphie aurait pu... Il y a un autre but, on ne sait pas, quelques jours plus tard, et on peut en parler si tu veux. On va parler de plein de choses. Tu as parlé du but de Wooten, bien évidemment. Tu as dit exactement ce qu'il fallait. Steve Clark fait l'arrêt. Je trouve que son arrêt était un peu bizarre. Finalement, tu sais, le tir est pas vraiment bien placé. Il est presque au milieu du but. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. Peut-être le boxer soit vers le haut, soit sur le côté, quoi que ce soit. Mais vraiment, il l'arrête et le ballon tombe juste devant lui. Après, bon, c'est difficile de vraiment blâmer le gardien. C'est quand même un arrêt difficile parce qu'il y avait quand même beaucoup de puissance dans le tir de Montero. N'empêche, je sais pas, je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux Steve Clark de ce point de vue-là. Mais juste après, et je pense qu'on a tendance à oublier cette occasion-là qui est venue à la 86e minute, donc une minute plus tard, qui est pour moi typique Philadelphie, avec le jeu où on voit Aronson donnait une excellente passe à j'essaie de voir c'est qui, Sergio Santos, non pas Sergio Santos était sur le banc, en tout cas il donne une excellente passe à Niesgoda, oui tu as raison, c'était à Niesgoda et Niesgoda qui fait une louche pour Kasper Przybylko, et Przybylko qui tire directement sur Steve Clark qui attrape le ballon. C'est à la 86e minute. C'est vraiment, je pense, là, on a vu exactement, c'était à la 79e minute, pas à la 86e, mais à la 79e minute. Et pour moi, là, on a commencé à voir le vrai Philadelphie. On a commencé à voir Philadelphie comme on l'aime, qui est capable avec une passe de Brenden Aronson, de casser les lignes complètement. C'était extrêmement beau. En fait, c'était très, très beau. Et ça, c'est à ça que je m'attendais de Philadelphie. Puis après, tu as parlé du but à la 85e. Et à la 86e, tu as parlé de ce but-là, le but hors-jeu de Przybylko. Très sérieusement, j'ai vu les images, j'ai revu les images, et je pense que si l'arbitre de touche n'avait pas appelé hors-jeu, la VAR n'aurait pas pu retourner la décision. Et pour moi, s'il est hors-jeu, il est hors-jeu pour un de mes cheveux sur ma tête. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il est vraiment
Je sais pas combien il est hors jeu. T'en penses quoi, toi, Antoine? Ouais, je suis assez déçu. Bon, j'aurais été un peu triste qu'il marque parce que c'est pas mérité pour Portland de se faire rattraper au score parce qu'il joue vraiment moins bien juste sur 10 minutes. Mais bon, c'est un hors-jeu vraiment pas évident. J'aurais pas sifflé perso. J'aime pas trop la VAR, donc ouais, c'est ce genre de truc. Enfin, la VAR, c'est censé corriger les erreurs un peu idiotes d'arbitrage, mais ça, de toute manière, il y avait vraiment. Leur jeu était vraiment ridicule. Bon, c'est pas allé dans les deux sens. L'arbitre a décidé de le siffler. Pourquoi pas? En tout cas, c'est dommage, ça aurait fait un tout autre match, malgré les occasions qu'il y a eu après Portland. Mais ouais, ça n'a pas marché. Je pense que Philadelphie peut être un peu frustré de ça, même si j'ai vu que l'entraîneur était assez. Jim Thurston en conférence de presse, c'était plutôt chill par rapport à ça. Il a dit, bon, c'est aussi notre faute, notre performance. Mais ouais, il y a de quoi être frustré du côté de Philadelphie. Oui, effectivement, il y a de quoi être frustré. Mais quand tu y penses, Antoine, qu'est-ce qui a pris à Brandon Aronson de prendre autant de temps avant de vraiment exploser? Parce que sur toutes ces actions-là, ça commence par Brandon Aronson. On a parlé de la 79e minute avec sa fameuse passe où il casse deux lignes et c'est Wooten qui donne à Prisbilko qui tire sur le gardien. On a parlé du but à la 85e minute. Bon, là, Aronson, je pense que c'est Aronson qui gagne la faute pour le coup franc de Montero. Et après, à la 86e minute, c'est lui qui donne la passe à Prisbilko pour le but qui est hors jeu. Pourquoi Brandon Aronson a pris autant de temps à trouver la façon de se démarquer de Portland? Pourtant, on s'entend que... Est-ce que c'est pour toi le fait qu'il y a eu beaucoup plus d'attaquants qui sont rentrés, donc ce qui a fait en sorte que Portland a dû vraiment se dépenser à vraiment couvrir tous les attaquants et toutes les forces offensives de Philadelphie, ce qui a libéré un peu Aronson, ou est-ce que tu penses que, comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est plus la fatigue du côté de Portland qui a fait en sorte que les défenseurs sur Aronson étaient un peu moins vigilants que durant toute la rencontre? Clairement, je pense que c'était les deux. D'un côté, Diego Chara qui commence à fatiguer peut-être un peu. De l'autre, comme tu as dit, les entrées des attaquants, surtout de Isigno. Alors il n'a pas fait. Bon, Isigno, c'est vraiment le meilleur super sub de la MLS. Ce mec non, il y a incapable de Salinas jouer. aussi. Il y a Salinas Ouais, aussi c'est vrai. de San Jose. Mais Isigno est incapable de jouer plus d'une demi-heure. Mais quand il joue plus d'une demi-heure, qu'est-ce qu'il est bon, ce mec. Et il est incroyablement technique. Je pense que malheureusement, il était moins technique hier, on l'a moins vu. Mais toutes les actions que tu regardes, il est vraiment à droite, collé à la ligne de touche. Et je pense que c'est Jim Curtin qui lui a dit vraiment espace cette défense de Portland qui est beaucoup trop compacte. Pardon. Et c'est à ce moment-là où on a vu Casper ou Sergio Santos faire des appels un peu plus fantaisistes à droite à gauche, essayer de se décentrer un petit peu parce que là, c'était dur d'entrer dans cette défense de Portland. Et ça lui avait plus d'espace. Et c'est là que Ranson, à mon avis, pouvait jouer un petit peu plus justement des ballons qu'on a l'habitude de le voir jouer, parce que Diego Chara était peut-être un peu moins focus sur lui à ce moment-là. Donc un peu de relâchement de la part de Portland, mais je pense que ouais, la fatigue est vraiment à prendre en compte aussi. Ouais, je pense aussi que c'est une question de fatigue. Par contre, une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que on a quand même vu sur les 20 dernières minutes, tu sais, toute l'excitation qu'on veut avoir de ce genre de match couperé-là, de ce match à élimination directe. Et c'est ça que la MLS a essayé de nous faire vivre à partir de ce tournoi, nous faire revivre des émotions de supporters, des émotions de juste amoureux du foot. Tu sais, moi, personnellement, je supporte aucune des deux équipes. Et j'ai eu comme une montée d'adrénaline à un moment donné. Et c'est dans ces 20 dernières minutes qu'on a vu vraiment de l'excitation. Et combien on avait dit au début du tournoi que bon, le niveau était vraiment pas très bon, on sentait que les joueurs étaient rouillés. Combien maintenant on voit les équipes, on voit qu'ils jouent à plein régime et c'est beau à voir. On voit de la justesse, on voit ce qu'il faut, surtout dans les moments importants. On voit de très beaux gestes. Très sérieusement, c'est pour ça que ça m'énerve de voir que Philadelphie aurait pu, quand tu y penses, remporter ce match-là, parce que si le but sur le hors-jeu avait été accepté, hors-jeu entre guillemets, et si jamais le penalty avait été marqué par Sergio Santos, là on aurait eu un 3-2 Philadelphie, hein, donc ça s'est pas joué à grand-chose. Pourtant, en première mi-temps, après la première mi-temps de Philadelphie, tu t'attendais beaucoup plus à ce que Portland finisse ce match-là avec une victoire assez confortable. Finalement, tu as vu que ce tournoi-là et ce format-là aident
les équipes à vraiment aller chercher au plus profond d'eux-mêmes leur meilleur effort et trouver à ce moment-là la force de vraiment rivaliser avec les équipes adverses, n'est-ce pas? Ouais, non, clairement, et c'est très sympa d'avoir ce format de temps en temps, ça change. Bah, après, avec la MLS, on a l'habitude hein, avec les playoffs. Mais ensuite, comme tu dis, certes, Philadelphie a manqué un penalty et ce but, mais Portland s'en serait vraiment mordu les doigts parce qu'ils ont eu largement les occasions pour marquer un troisième but pendant tout le match, même en fin de match. Hein, l'entrée de Niesgoda et de Polo ont vraiment fait du bien. Et ouais, ça a été dur pour Portland de sortir là-dessus. Et c'est là où il faut vraiment faire la part belle à Savarizé, qui est un entraîneur vraiment génial. On a suivi un petit peu au début de Culture Soccer, je suivais énormément la NASL à l'époque et il a vraiment gagné des tonnes de championnats avec les New York Cosmos avec un jeu très bon. Et là, c'est la même chose avec Portland. Il a vraiment compris les forces de son équipe, là où il fallait jouer, comment il fallait jouer, s'il fallait laisser la balle à Philadelphie. Donc, je suis très content de les voir gagner, très content de voir Savarizé, malgré que ce soit à Portland, parce que j'adore Savarizé, très content de le voir gagner, de s'exciter sur le terrain. Et comme tu dis, les coupes, c'est comme ça, on le voit vraiment égosiller et courir dans tous les sens, ça fait très plaisir. Oui, effectivement. Bref, un excellent match, je pense, à se mettre sous la dent hier pour la première demi-finale du tournoi MLS is Back. Comme d'habitude, mon cher Antoine, on fait ce qu'on fait d'habitude, c'est je te demande quel était ton joueur du match et ton pire joueur du match de ce duel entre l'Union de Philadelphie et les Timbers de Portland. Alors, il y a beaucoup de joueurs de match possibles du côté de Portland, enfin, surtout 4 en particulier. J'ai beaucoup parlé de Bobby C, donc je vais pas en parler de lui. Et je vais parler plutôt de Sébastien Blanco, qui est, à mon avis, peut-être pour le moment, le meilleur joueur du tournoi. Il est assez impressionnant, que ce soit... Bon, certes, il a marqué hier, mais même sans son but, c'est plus toutes ses passes, ses décalages, ses dribbles. Malgré que ce soit un 4-4-1-1 avec Bobby C et Valérie très très loin, dès que Bobby C recevait le ballon en pointe, d'un coup Blanco apparaissait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il était vraiment crevé à la fin, mais il a fait énormément d'allers-retours c'est un joueur que j'ai toujours trouvé bon, mais toujours dans l'ombre de Valérie ces dernières années. Et là, cette année, c'est vraiment le moteur de cette équipe de Portland. Il a été excellent pendant ce match. Pour moi, ouais, Sébastien Blanco, qui est vraiment l'arme fatale de Portland. Et du côté du pire joueur, Wagner, non seulement sur le but, il a eu du mal, mais tout le match, on l'a vu galérer sur l'aile du côté de Philly. C'était vraiment le maillon faible de cette équipe. On a parlé du milieu de terrain aussi, mais Wagner, c'était assez dommage parce qu'il s'est aussi pris de vitesse. Il fait prendre de vitesse ensuite par Niesgoda. Il s'est fait dribbler. Le but, c'est un marquage vraiment horrible. Donc, ouais, Wagner était vraiment en dessous pour moi. Parfait. Ben, moi, j'ai des choix un peu différents. Déjà, oui, j'ai beaucoup aimé le match de Sébastien Blanco. Tu as parlé de Bisset aussi, qui a fait un bon match avant de sortir. Niesgoda aussi a fait une très belle rentrée. Par contre, pour moi, le joueur du match, c'était Diego Valéry. Valéry, toujours aussi... on dirait pas qu'il a 34 ans, ce joueur-là. Il est tellement bon, toujours au cœur du jeu. Il donne 2 passes décisives, vu que les 2 viennent du corner, de corner. Mais même là, même si c'est des passes décisives qui viennent du corner, il faut savoir bien les tirer. Puis il a réussi, il a encore cette justesse technique-là de le faire. Mais en plus, il a été de tous les bons coups, Valéry. J'ai vraiment aimé son match. C'est le genre de match où c'est juste à la fin du match que tu regardes puis tu te dis tu sais quoi, il a vraiment bien joué. C'est pas le joueur qui est venu et qui a dribblé 4 joueurs pour aller marquer un but ou donner une passe décisive entre 2 lignes, mais sauf qu'il a été tellement juste dans ses transmissions et dans sa manière de jouer que Valéry pour moi remporte ce petit trophée là dans ce podcast là. Pour ce qui est du pire joueur, j'ai été extrêmement déçu par la prestation de Alejandro Bedoya, qui est le capitaine de Philadelphie au milieu de terrain, celui par qui est supposé soulever cette équipe-là et ramener un peu de la discipline et ramener un peu cette constante qu'on veut voir chez des jeunes joueurs. On sait que Philadelphie, c'est beaucoup de jeunes joueurs. Je l'ai vu très, très emprunté. Peut-être qu'il était vraiment fatigué. On l'a vu même juste en fin de match, une simple passe
2-3 mètres qui met complètement derrière le joueur. Le Bedoya était vraiment pas en forme durant ce match-là, très 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 moyen. Il a pourtant été très bon dans ce tournoi, on l'a vu à un moment donné marquer des buts quand même assez importants pour Philadelphie, sauf que sur ce match-là, je l'ai trouvé extrêmement décevant. Donc voilà pour moi le pire joueur du match. Je sais pas si tu as des commentaires là-dessus. Non, oui, complètement d'accord, Bedoya il était vraiment à côté. Et pour Valérie aussi, c'est un bon choix. Aussi une petite mention, c'est pas du tout calé pour meilleur joueur du match, mais juste impressionné un petit peu par Chris Duval. Il a fait un match plutôt correct, je m'y attendais pas forcément. Donc voilà, je voulais juste citer. Et puis mieux à ce à quoi tu t'attendais, oui peut-être, mais de là à dire qu'il a fait un très bon match, je sais pas. Moi je l'ai trouvé moyen. Il n'a pas fait d'erreur, ce qui est quand même bien, déjà. On s'y attendait peut-être à plus d'erreurs de sa part, mais écoute, non. Il n'a pas été mauvais. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que pour toi, cette victoire de Portland, si tu regardes un peu les équipes de l'autre côté, Orlando, Minnesota, là tu vois Philadelphie qui était, selon plusieurs, un des favoris pour ce tournoi-là. Est-ce que pour toi, Portland, c'est maintenant le favori numéro 1 pour ce tournoi? Ouais, je pense que d'assez loin même. Je les trouve beaucoup plus complets avec Minnesota et Orlando, où tu peux trouver quand même pas mal de petits points faibles, alors que Portland, la défense a rassuré hier. Et le poste gardien Clark, c'était pas forcément le meilleur gardien. Enfin, c'est un gardien qui avait beaucoup de problèmes au début. Sa carrière surtout avec Columbus, mais qui a connu un gros passage à vide. Là, il est de retour. Et Bobby C commence à prendre un petit peu en puissance. Et puis Tanis Goda qui arrive bien dans cette équipe. Donc, ouais, clairement. OK. Moi, je mettrais peut-être, je ferai attention un peu à Minnesota, que je trouve quand même aussi très, très bon, malgré toutes les blessures, toutes leurs blessures. Ils ont réussi à quand même faire de belles choses, je trouve. Bref, en tout cas, on verra pour la suite. Écoute, mon ami Antoine, merci d'être venu encore une fois pour ce podcast. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce match-là hier. Ouais, je pense qu'on a été très complet. Et merci à toi, Adi. Et je vais juste dire aussi à nos auditeurs, si jamais ça les intéresse, de passer aussi sur notre site. Récemment, on a 2 articles sur la NWSL, donc au niveau féminin, qui sont très intéressants sur le dernier tournoi et sur les expansions qui arrivent. Donc voilà, toujours du contenu sur Soccer Nord-Américain dans notre site, donc n'hésitez pas à passer dessus. Exactement. N'hésitez pas à passer sur le site web, beaucoup de contenu de la part de Culture Soccer. Et puis, bien évidemment, nous, on se revoit et on vous fait un nouveau podcast demain pour parler de la 2e demi-finale qui se joue ce soir entre Orlando et Minnesota. Merci encore de nous avoir écoutés et à demain pour un nouveau podcast sur le tournoi MLS. Culture Soccer.